Bonjour, aujourd'hui nous recevons Aurélien Evangelisti. Bonjour. Voilà, soyez les bienvenus monsieur. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines depuis 8 ans, tous les mardis. Merci. Voilà, le contexte. Donc vous êtes le septuple vainqueur du Grand Prix de la Saint-Louis à 7. Donc 88 tournois de joutes remportés à votre tableau de chasse. Aujourd'hui, vous êtes fâché avec le monde des joutes. On peut dire ça comme ça. Vous êtes chargé de la gestion des transports à l'Aglopole de Sète. Et vous êtes conseiller municipal à Bas-la-Rue-Clevieux. Vous êtes présenté au départemental sans parti pour prendre l'espace entre Monsieur Bouldoir et le Rassemblement National. Vous avez 45 ans, un père éleveur de taureaux. On vous a vu aussi à la manifestation initiée par Laurent Jaoul à la défense des traditions. Quelque chose à ajouter pour votre CV? Non, c'est ça. Je suis papa d'une petite fille, d'une grande fille maintenant de 18 ans. D'accord. Donc avant de passer aux questions, la une du numéro 1096, donc on revient sur le grand festival montpelliérain qui s'appelle Palmarosa. Ça vous a pas échappé? Ça m'a pas échappé. Alors on titre Festival Rock and Flop. Donc toute la presse a loué ce festival. Nous évoquons les dessous. C'est un peu notre rôle aussi, d'évoquer le dessous des choses. On revient aussi sur une comparaison Nîmes-Montpellier. La métropole de Montpellier dépense 2 fois plus que celle de Nîmes. Voilà. Un article sur les plages jonchées de détritus. Alors c'était à Carnon, c'était pas à Sète, mais... Oui, mais je suis concerné parce que je suis aussi plongeur. Et donc on fait souvent des actions de nettoyage des canaux, des ports sur le littoral sétois et les tantaux. Donc non, je suis très impliqué dans ce sujet. Je vais publier une vidéo là demain sur ce sujet-là, c'est édifiant. Ouais. Le nombre de saloperies qui peuvent être laissées sur la plage. C'est un problème. Est-ce que c'est un problème de poubelle? Alors je pense qu'il y a tout un tas de facteurs. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de poubelle dans les rues qu'il doit y avoir des déchets. Il y a des destinations, moi j'ai été à Venise, où il y a assez peu de poubelles, et finalement, il y a très peu de déchets qui se promènent. Il suffit des déchets qu'on repart avec. Après, ici, on est quand même une région où il y a beaucoup de vent. Donc le vent fait que lorsque les poubelles, et si les poubelles de rue en tout cas, ne sont pas ramassées régulièrement avec le vent, ça s'envole et ça finit forcément dans un cours d'eau, donc à terme à la mer ou à l'étang. Donc ça c'est le premier facteur. Nous à Sète, on a aussi, alors je ne sais pas si Montpellier vous êtes concerné, les goélands, la roulamicole. Non, on a des mouettes. Voilà, mais en fait c'est ça, c'est pas des mouettes, c'est pas des vraies mouettes, c'est des goélands et c'est des rats à plumes. Hein. Donc ils arrivent à ouvrir les poubelles pour se nourrir, à prendre ce qu'il y a dedans et ils en foutent partout. D'accord. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et après il y a le facteur humain, la population, ou les mégots de cigarettes, la canette de soda, tout ça, on s'en fout, on escampe et ça finit dans le réseau pluvial et après dans la mer. Sachant qu'un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau pour lui. Un mégot. 500 litres. Ouais. Voilà. Donc je continue. Un autre sujet sur Laurent Nicolin, porte-parole de La Brune. Est-il le vrai patron du football français? Laurent Nicolin, bien sûr. Je connais. J'étais même copain avec son père. Il était hier au joutes. Oui, je sais. Il y était et il a ce club du MHSC, c'est vraiment un des derniers clubs familial qui est encore dans le foot et même dans le sport français, où c'est l'économie personnelle de Laurent, de la famille Nicolin. Il y a Olivier aussi et Colette qui sont encore dans ce club. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. C'est des groupes, c'est des États qui sont actionnaires des clubs sportifs. Et c'est quelque chose de bien. Et avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement, la baisse des droits télé, tout ça, voilà, ça va être compliqué. Mais bon, je suis convaincu qu'ils s'en sortiront et qu'ils se maintiendront dans Ligue 1. Voilà, donc Aurélien, on va passer aux questions. Donc hier, c'est un Palavasien qui a gagné les joutes. Oui. C'est pas trop dur de laisser passer la Saint-Louis en dehors du Bacento.
Non, non, pas du tout. Alors après, quand on est sportif, la seule vérité, c'est celle de la Tintaine, la vérité du terrain. C'est pas celle sur les quais ni dans les bistrots à côté. La vérité est sur la Tintaine. Et alors moi, ça fait déjà 8 ans que je me suis éloigné de l'activité joute, que je la survole d'assez loin. Et j'ai eu l'impression qu'il l'a pas volé cette Saint-Louis. C'est comme ça arrive que un joueur débarque de nulle part et remporte son premier tournoi de sa carrière et que ce soit la Saint-Louis. C'est déjà arrivé. Ah oui, d'accord. Oui, Thierry Lognos en 2000, il montait de catégorie senior et ça a été son premier tournoi poids lourd remporté. Ça a été la Saint-Louis et après, ça l'a catapulté vers d'autres succès. Voilà, ça arrive. Moi, je connaissais pas. Je crois que je reçois je suis toujours le secrétaire de mon club de joute, de la Jeunesse Sétoise, et je vois son nom passer puisque je crois que c'est lui qui envoie les mails pour demander les noms pour les inscriptions pour les tournois. Mais voilà, après, je crois que c'est la première fois que sur une revanche de Saint-Louis, il n'y a pas un seul vainqueur de Saint-Louis de qualifier. Je crois que c'est jamais arrivé. Pourquoi? C'est quoi une revanche de Saint-Louis? En fait, les tournois sont organisés, il y a un tirage au sort qui est fait. Il y a 3 adversaires à battre, soit jetés, soit éliminés. Et on est qualifié au deuxième tour, ce qu'on appelle nous les revanches. Et donc ils étaient une douzaine de qualifiés. Et donc après c'est un tableau quart, demi, finale. Ah, d'accord. Et donc la revanche, c'est ce deuxième tour. Et il n'y avait aucun tenant de Saint-Louis de qualifié. Alors, certes, il n'y en a plus beaucoup, véritablement, des tenants de Saint-Louis qui jouent au quotidien. Sébastien Abelin, qui a quand même 53 ans. Il y a Simon Caselli qui était le tenant du titre. David Lopez, il commence à avoir de l'âge aussi. Mais finalement, il reste plus beaucoup de jouteurs qui a remporté la Saint-Louis, qui est encore en activité. Voilà, c'est le renouvellement normal, logique de toute activité sportive, sociale. Voilà, c'est l'évolution, c'est Darwin. Vous pourriez rajouter, vous? Sur le papier, on va dire que oui. Après, on peut ajouter jusqu'à quel âge? Moi, je partais du principe que on est vraiment bon au joute jusqu'à 40 ans. Mais quand je dis bon, c'est être capable de jouer sur plusieurs tableaux, de jouer le championnat, de pouvoir gagner une demi-douzaine de tournois par saison pour être champion de ligue, pour se mettre les objectifs à la Saint-Louis. Ça, c'est jusqu'à 40 ans. D'accord. Ces statistiques, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde. À partir de 40 ans, il y a une vraie baisse des performances, ce qui fait que on continue de gagner, mais moins souvent. Et il se peut qu'on remporte la Saint-Louis. D'accord. Parce que physiquement, c'est compliqué, c'est usant, les joutes. Et après, à 50 ans, là, à mon sens, vaut mieux arrêter parce que là, ça devient dangereux. Parce que pareil, physiquement, les articulations souffrent et vaut mieux s'éloigner à partir de 50 ans. Après, il y en a qui continuent de le faire. Mais des fois, c'est à leur risque et péril et là, il y a de la casse. Voilà. Après 50 ans. Après 50 ans. Parce que, petite parenthèse là. J'ai jouté, j'ai 63 ans. Oui, c'est même moi qui vous ai tenu le pied, donc, voilà. Donc j'y étais. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Pour des jouteurs novices, non, parce que vous ne renvoyez pas suffisamment d'énergie les uns sur les autres pour être véritablement dangereux. D'accord. Les seuls risques, quand des jouteurs novices s'affrontent, c'est que justement, ils ne se poussent pas suffisamment fort dans l'eau, pour qu'ensuite les jouteurs retombent sur soit les plateformes de l'un de l'autre et les risques qui sont là. Nous les jouteurs qui avons l'habitude, le fait de s'envoyer très fortement l'un sur les autres fait que c'est très contraignant sur les articulations. Moi par exemple, je me suis cassé le genou 2 fois. Une fois les ligaments croisés en 2003 et une fois le plateau tibial en 2013. Donc c'est extrêmement contraignant. En joutant, en plein effort. D'accord. Donc d'ailleurs la blessure de 2013, ce qui a un peu précipité la fin de ma carrière, au-delà de tout ce qui se passait autour, j'ai plus jamais rejouté de la même façon après ma blessure de 2013. D'accord. Parce que
lorsque vous étiez en activité, vous gagnez 50% des tournois de la saison. C'est ça, à peu près. C'est-à-dire que vous écrasiez le match. C'est ça. Hein? C'est ça. Pendant de 2001, mon premier titre et à Saint-Louis et sur le championnat, jusqu'en 2014, mon dernier titre de champion de ligue. Voilà, ça vous donne pendant 13 ans, 14 ans, j'ai été 10 fois champion de ligue. Donc c'est le champion de ligue, c'est le championnat par points, un peu comme le championnat du monde de Formule 1. En fonction des résultats que vous faites à chaque tournoi, vous marquez des points. Donc celui qui a le plus de points à l'issue des 17 manches tournois de la saison, il est champion de ligue. Ben voilà, de 2001 à 2014, j'ai été 10 fois champion de ligue, avec au milieu donc une rupture du ligament croisé, du moins. Voilà, un accident de voiture qui m'avait blessé en 2010. Ouais. Donc voilà, vous êtes un peu le Zidane et le Mbappé de la joute. Ouais, plutôt. Ouais, si on pouvait comparer, c'était plutôt alors toute proportion de dopage à côté, Armstrong, voilà, avec un côté un peu écrasant. Ouais. D'accord. Parce que les joutes, c'est pas collectif, donc Zidane et Mbappé, ils sont aussi liés à un collectif. Qui tourne autour. Donc là, comme c'est individuel, on est plutôt sur du vélo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un tournoi de joute? Alors, ça dépend lequel. Il y a une caractéristique, il y a 3 caractéristiques essentielles pour être un bon jouteur sur l'ensemble des tournois. Il y a d'abord le physique. Alors, le poids, ça aide, mais ça fait pas tout. C'est surtout la force physique, parce qu'il faut pouvoir pousser l'adversaire et résister à ses assauts. Et ça, si on n'a pas de jambes, si on n'a pas de bras, si on n'a pas du dos, c'est compliqué. C'est pour faire simple, hein, un assaut de joute, c'est une entrée en mêlée au rugby. Voilà, c'est exactement la flexion que met une mêlée, que met un pilier, que met un second ligne, un troisième ligne sur une entrée de mêlée, où on met de la dynamique au moment de l'impact. Donc il faut être fort sur ses appuis, il faut avoir des bras. Donc ça, c'est les caractéristiques physiques. Ensuite, il faut avoir de la technique. Il faut savoir jouter. Savoir jouter sur ses points forts, jouter sur les points faibles des autres, en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, de la façon dont le joueur va arriver. Voilà, ça c'est important. Et le dernier point, c'est le mental, d'avoir ce côté un peu combatif, d'avoir la volonté de gagner, ça c'est important, et aussi d'être toujours concentré sur l'événement, de ne pas se disperser. Ça c'est un tiers pour l'ensemble des tournois. La Saint-Louis, c'est 80% de mental. Parce que la Saint-Louis, elle arrive en fin de saison. Il y a déjà 15 tournois qui sont passés avant elle. Tous les joueurs sont prêts, sont affûtés, se connaissent. La saison a été longue. Donc ce qui fait la différence à la Saint-Louis, c'est le mental. De ne pas se faire dévorer par l'événement, de ne pas se faire dévorer par le contexte de la foule, de tout ce qu'il y a autour, et encore plus quand on est le joueur dominant, ou à la Saint-Louis encore plus, les joueurs que vous allez affronter, ils font la passe de leur vie contre vous. D'accord. Parce que ils affrontent le tenant du titre ou le septuple vainqueur de la Saint-Louis. Il y a du monde dans les tribunes, il y a la presse, il y a les familles, les joueurs se transcendent. Il y a énormément de grands champions qui ont laissé des plumes à la Saint-Louis parce qu'ils n'arrivaient pas à transcender ça. Et ils se faisaient accrocher d'entrée par des joueurs qui faisaient la passe de leur vie. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui motive les gens à faire des joutes en 2024? Alors pour beaucoup, c'est une tradition familiale. Souvent, j'ai tendance à dire que ça se reproduit beaucoup dans le même milieu social, familial. C'est quel milieu social? Bon, les milieux sétois, beaucoup des gens de la pêche. Et après, ça se transmet. Les enfants, les petits-enfants, les cousins, les neveux. Un tel, il va se mettre avec la fille de l'autre. Et en fait, ça, ce microcosme sétois, frontignanais, agatois, voilà, c'est malheureusement, ça s'ouvre assez peu. Sur l'activité vraiment à proprement parler, il y a très peu de jouteurs venant de l'extérieur qui pénètrent ce milieu-là. Et souvent, j'ai tendance à dire qu'il faut être coopté pour y pénétrer. Et si en plus vous n'êtes pas coopté et que vous commencez à avoir des résultats, alors là ça devient compliqué. Donc voilà, les joutes, c'est esthétiquement très plaisant, mais après c'est assez compliqué de. C'est pas très ouvert, quoi. C'est pas très ouvert, ouais. D'accord. J'en parle plus facilement parce que c'est ce que j'ai vécu moi, donc n'étant pas à la base
une famille de jouteurs et quelqu'un du monde des joutes, ça a été quelque chose qui a été assez difficilement pénétrable. D'ailleurs, la première fois que j'ai essayé, on n'a pas voulu de moi, on m'a scampé. D'accord. Non. Pourtant, vous étiez rugbyman, vous étiez, oui, mais moi, vous aviez tout pour réussir. J'avais tout pour réussir, et un jour, il y a quelqu'un, après un entraînement, il est venu voir ma mère, il m'a dit, oh, vous savez, votre fils, il commence les joutes un peu tard, nous, on n'a pas le temps de le former, ici, on forme les futurs champions, bla. Et je suis reparti avec mes affaires comme ça. Est-ce que c'est élitiste, la joute? Non, je pense pas que ce soit élitiste. Hein. Non, il y a pas un esprit élitiste. C'est un milieu qui fonctionne, Après, on est sur une région assez resserrée. C'est le Gros du Roi Béziers, et avec 80% autour du bassin de Thon. Donc, c'est comment dire. On joute pas ailleurs en France? Si, on joute à plein d'endroits en France, mais c'est pas les mêmes méthodes de joute. D'accord. Il y en a en Provence, du moins dès qu'on a passé le Rhône jusqu'à Saint-Raphaël, à Gué, tout ça, il y a des joutes. D'ailleurs, cet été, j'étais à Saint-Mandrier avec une copine. On a vu les joutes à Saint-Mandrier. Alors c'était rigolo. C'est quoi la différence? La position, c'est-à-dire que nous, on est en position de fente avant, comme vous avez fait, hein, c'est-à-dire le genou gauche plié, la jambe droite tendue, on croise à tribord. Les Provençaux, eux, ils sont pieds joints, ils croisent à... Ils sont pieds joints? Ouais, ils sont pieds joints, ils jouent à bâbord. Nous, on a le pavois sur le bras, eux, ils ont le placeron sur la poitrine. D'accord, ok. Voilà, donc ça, il y a des joutes à Lyon, il y a des joutes à Compiègne, il y a des joutes à Strasbourg, il y a des joutes un petit peu partout. J'ai même fait des joutes en Allemagne, à Neubourg, la ville qui est jumelée avec cette. D'accord. Ils font des joutes là-bas? Ouais. De toute façon, partout, il y a de l'eau. Et l'homo sapiens a toujours voulu s'amuser à se pousser dans l'eau. D'accord. C'est quoi une belle passe, un beau coup de lance? Le coup de lance parfait, c'est quoi? Je sais... Ça existe? Moi, je suis pas dans l'orthodoxie de la belle joute. On m'a suffisamment reproché de ne pas faire de belles joutes. Une passe réussie, déjà, c'est quand personne se blesse. Et quand il y en a un qui finit dans l'eau, on va dire de manière spectaculaire. Mais des fois, il y a des passes extrêmement techniques où aucun jouteur finit dans l'eau, et pourtant il y a eu de l'engagement. D'accord. Voilà. Donc, vouloir se faire le chantre de la belle joute, comme certains essayent, ouais, bon, c'est... Est-ce que s'il y en a qui mettraient dans la balance, je préfère faire de belles passes et de pas gagner la Saint-Louis et de jouer petit bras et de la gagner, je vous garantis, je connais déjà les réponses. Est-ce que le barreur a un rôle fondamental dans le duel? Totalement, puisque c'est lui qui vous amène le plus en face de l'autre. Et en fonction de votre position, en fonction de votre jambe d'appui, la façon dont elle est positionnée sur la Tintaine, donc qui est la plateforme sur laquelle on se trouve, c'est lui qui vous amène, et il faut qu'il vous amène le plus serré et le plus en face de l'autre, pour que vous puissiez pousser du mieux possible dans l'axe et pas en travers. Sinon, il y a des blessures, et des risques de chute. D'accord. C'est quoi l'identité Settori? L'identité Settori. Alors ça peut être à la fois très péjoratif et au contraire parce que je trouve qu'on a une très belle ville. Je suis fier d'être né à Sète, de travailler à Sète pour Sète, d'y vivre, même si je vis dans un village à côté. On est une agglo, on est tous intrinsèquement liés. Sète, c'est une belle ville, esthétiquement c'est super. D'ailleurs, les tournages de cinéma, de séries ne s'y trompent pas. On a beaucoup de choses qui se passent à Sète. Après, le côté un peu excessif des Sétois peut être, on va dire, caricatural. Bon, voilà. Moi, j'essaye de ne garder que le bon côté de l'esprit. Quand vous avez arrêté, vous avez fait un billet un petit peu assassin sur la nouvelle génération. C'était pas sur la nouvelle génération à proprement parler. Moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
J'ai toujours été un peu à la marge au niveau des joutes, parce que déjà au départ, on ne voulait pas de moi. Deux, je faisais pas partie d'une famille ancrée dans les joutes, et donc j'ai toujours été mis à la marge. Et en plus, j'avais la chance d'avoir des résultats, de gagner régulièrement les tournois, les championnats, les Saint-Louis, et donc ça crée de la jalousie. Ça crée de la jalousie. Et à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation où vous dominez tellement que les règles, en ce qui vous concerne, elles sont fluctuantes. Et il arrive que vous vous faites blesser et qu'il n'y a pas de réaction, pas de sanction, rien. D'accord. Et donc, à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait toujours là? Et c'est vrai que ma blessure au genou, alors celle-là, elle n'était pas liée à une mauvaise pratique, hein. Là c'est moi, c'est la faute, t'as pas de chance, la lance se casse, je suis déséquilibré, mon adversaire continue de pousser, moi je suis en travers, et le genou il lâche. Mais à partir de là, j'ai plus été aussi performant, et donc j'ai commencé à subir de plus en plus d'assauts irréguliers, et donc j'ai préféré arrêter avant qu'il y ait plus de casses qu'il y ait eu, parce que ça peut être dangereux. Et j'en ai énormément voulu aux instances dirigeantes de l'époque d'avoir laissé faire ça. Voilà. Maintenant, c'est passé, il y a 7 ans, 8 ans, c'est il y a 8 ans. Voilà. Vous êtes toujours fâché ou vous êtes plus fâché? C'est d'indifférence maintenant. Alors, vous êtes un peu à la marge. Comme je l'ai toujours été. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents dans les joutes? Sur le nombre de passes faits tous les ans dans toutes les catégories, non. Après, il y a des blessures. Pour la plupart, qui sont pas bénignes, mais... Par exemple, il y a quelques jours, là, il y a quelqu'un qui est tombé là sur la carotide, sur le pavois. C'est ça. Donc, des accidents aux joutes, la plupart du temps, c'est soit des accidents de pique, oui, c'est-à-dire la lance qui décroche de manière volontaire, involontaire, accidentelle, ou le jouteur qui est pris, qui veut se dégager, et la lance, elle part du pavois et elle finit dans le visage. Voilà, ça c'est des coups de lance qui peuvent être... Vous en avez eu? Oui, j'en ai eu. Moi, j'ai eu dans le nez, dans l'arcade et une fois dans la bouche. Oui, ça se voit pas là. Non, j'ai bien été recousu. Donc ceux-là peuvent être plus ou moins graves. Bon, voilà, sur le nez, j'ai quand même eu... Le nez, il a amorti quand même, non? Et il a amorti, ouais, mais il y a quand même eu une perforation de la paroi nasale. De la paroi nasale, et j'ai dû me faire opérer par un ORL à la clinique du Parc, le docteur Di Ruggiero, parce que j'arrivais quasiment plus à respirer. Ça passait plus. Mais ça, c'est les rugbyman, ils savent ce que c'est, hein. On prend un coup sur le nez, après, vous respirez un peu mal. Ensuite, mais il peut y avoir du plus grave, hein. Moi, j'ai un collègue des joutes, il s'appelle Louis-Philippe, il l'a pris dans la joue, 50 points. D'accord. Voilà, il s'est fait ouvrir comme un livre. Certains l'ont pris des fois au niveau des yeux. Ils ont perdu. Il y a des yeux perdus. Il y a des yeux perdus. Chance qu'on a, c'est qu'on en a deux. Moi, j'ai un pote de Frontignan, là, Patrice Ripoll, il l'avait pris en dessous de l'œil. Alors, je sais plus s'il a perdu complètement la vision d'un œil ou une partie, mais en tout cas, il a dégusté. Donc ça, c'est les blessures de pique. Après, il y a des blessures de torsion, souvent le genou. Parce que le genou droit, c'est lui qui encaisse tout, donc il morfle. Et après, il y a le cas de Michael, qui s'est passé au mois de juin, qui est, de mémoire, la blessure la plus grave qu'il y ait eu. Donc il est tombé. Il va comment? Je ne sais pas. Moi, j'ai quelques nouvelles comme ça, mais j'ai rien de. Ça, faut demander à sa famille. D'accord. Mais voilà, là, c'est une très grave blessure. En effet, il a pris un coup dans le cou, qui fait que ça lui a provoqué un AVC, je crois. Et donc voilà, là, on est sur du très grave, de l'incapacitant, de l'invalidant, de l'handicapant pendant longtemps. Et je souhaite vraiment qui se remettent pour avoir au moins une vie normale. Les joutes, là, ça devient... c'est plus important, là. Mais important, c'est la vie de ces... Et je l'embrasse fort parce qu'en plus, Michael, j'ai une particularité avec lui, c'est qu'on a gagné 2 fois la Saint-Louis en même temps.
En même temps. En 2002 et en 2006. On est tombés tous les deux dans l'eau et les 2 fois on a été déclarés ex aequo. Ah non, mais oui, c'est un champion. Oui, c'est un champion. Ah d'accord. C'est un vrai champion. Ah, oui, il a été champion de Ligue, il a été champion de France, il a gagné une 30aine de tournois dans sa carrière. Non, nickel, c'est un champion. Oui. Alors il y a l'arrivée aussi des filles dans les joutes. Oui. C'est depuis combien de temps ça? Alors, officiellement, les premières licenciées vraiment jouteuses, c'est 2018. D'accord. Ouais, c'est 2018. C'est un groupe de filles qui, au départ, ont voulu jouter pour Escale à 7. Et pour des questions d'assurance, tout ça, on les a licenciées chez nous à la jeunesse. Et ça a fait boule de neige. Et ben, aujourd'hui, elles sont une quinzaine, presque une vingtaine ajoutées. Et franchement, c'est super. C'est super. Et cette année, elles ont joué à la Saint-Louis le jeudi en ouverture. Avec nous? Avec la presse. J'ai rarement vu un tournoi de cette qualité chez les filles. Elles ont progressé, mais énormément. Elles s'entraînent beaucoup. Il faut pouvoir les mettre aussi dans un contexte favorable, c'est-à-dire que pour les faire jouter, souvent, quand elles montaient sur la Tintaine, les barques n'étaient pas suffisamment chargées, les rameurs allaient trop vite, les lances étaient trop longues, donc on va leur donner les lances pour les enfants, du moins les enfants, pour les ados, jusqu'à 15 ans. On va faire charger les barques aussi avec des hommes. C'est aussi pour ça que je suis monté jeudi sur la Tintaine. Et que les rameurs s'adaptent. Ça sert à rien de ramer comme pour les hommes. Et quand on a remis le contexte favorable pour les faire jouter, elles ont fait un super tournoi. Voilà. Et Gina, qui a gagné la deuxième Saint-Louis après celle de l'année dernière, elle a très bien joué. Elle a très bien joué contre Carmen. Corélia, qui a très bien joué contre Aurore et contre Émilie. Voilà, il y a eu de très belles passes. Et je veux dire, j'étais dessous et on l'entend au bruit. Quand vous avez vraiment choc dans le pavois et que vous l'entendez, le cloc, ça veut dire que vous voyez l'adversaire, du moins la jouteuse ou le jouteur passer par-dessus comme ça, vous vous dites, voilà, là il y a eu une belle passe. Il y a de l'engagement. Il y a eu de l'engagement. Et cette année, le tournoi de la Saint-Louis féminine 2024 a vraiment été un très grand cru. Comment voyez-vous l'avenir des joutes? Bon, je le vois très bien, il y a beaucoup d'enfants dans les écoles de joute, c'est une tradition vivace, on l'a encore vu hier au nombre de qualifiés, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'il y avait aucun non-vainqueur, aucun vainqueur de Saint-Louis qualifié au second tour. Donc ça veut dire que voilà, il y a de l'avenir. Il y avait des jeunes qualifiés comme nous en roue, le finaliste malheureux Anthony Principato, voilà, c'est des jeunes qui ont autour de 20 ans, moins de 25. Voilà, c'est eux l'avenir des joutes. Donc voilà, il y a un perpétuel renouvellement. Moi, quand je suis arrivé, il y avait les très vieux, ceux qui ont aujourd'hui 70 ans. Moi, j'ai commencé tard les joutes, mais je suis arrivé en poids lourd assez jeune. J'avais 17 ans. Et je joutais contre des gens qui aujourd'hui ont entre 70 et 80 ans. Comme Robert Bansillon, qui est l'ancien président de l'Aiguille, qui a gagné 2 fois la Saint-Louis, Guy Bonnecase, voilà. J'ai joué avec ces gens-là. Ensuite, la génération en dessous, ceux qui ont autour de 60 ans, les Claude Massias, les Bernard Betty, la génération, ceux qui ont encore aujourd'hui, il y en a quelques-uns, 50 ans. Après, il y a eu ma génération. J'ai joué avec ceux qui étaient la génération en dessous, les trentenaires. Et voilà. Et ça se renouvelle tout le temps. Les gens disent, oui, c'était mieux avant. Oui, de toute façon, c'est toujours mieux avant. Mais comme je dis souvent, si on prenait les grands champions d'avant, qu'on les mettait dans leurs caractéristiques physiques du moment où ils étaient le plus forts, je suis pas sûr qu'ils tiendraient le choc aujourd'hui. Parce que l'activité joute, c'est sportivisé. La plupart des jouteurs font quand même de l'activité sportive, du foot, du rugby. Ils sont relativement athlétiques pour certains. Donc, c'est très dur. Ça pousse quand même assez fort. Donc on va un peu quitter les joutes pour parler de 2 sujets. Donc vous êtes présenté aux élections.
Vous allez continuer dans cette voie. C'est quoi votre avenir politique? Alors moi, je suis élu aujourd'hui à Ballaruc-le-Vieux, donc une petite commune de 2700 habitants au bord du bassin de Thau. Ballaruc-le-Vieux et Ballaruc-les-Bains. Et les Bains, c'est deux communes différentes. Non, ils ont été séparés en 1883. Parce qu'ils s'entendaient plus, il faut lire le Grand Fossé d'Astérix, c'est exactement ça, ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je suis conseiller délégué au développement numérique. Ça me plaît énormément. Donc voilà, on verra en 2026 comment les choses elles vont évoluer. Mais c'est quelque chose qui me plaît, ouais. Alors vous occupez des transports gratuits, des transports à la Glo 7. Ouais. Les transports gratuits, là, c'est pas, c'est dans les études ou pas? À 7, pour le moment, dans le cadre de la gouvernance actuelle, non, ce n'est pas dans les cartons. Ben, tout simplement, nous, notre réseau de transport, il coûte 14 millions d'euros. Il rapporte 2,5 millions de recettes. Et si on venait à faire la gratuité, ce qui ferait changer aussi le mode de gestion, le manque à gagner serait de 4 millions d'euros par an. Aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. D'accord. Alors, votre sujet important, la lutte contre l'obésité. Oui. Donc, je rappelle, il y a quelques années, vous pesiez 210 kilos. Ouais. Pour vous sortir du canal, il fallait presque un palan. Ben c'est arrivé d'ailleurs. En fait, moi, et aujourd'hui, vous êtes à 135 kilos. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre combat? Oui. En fait, ça a débuté. Bon, j'ai toujours été en surpoids. Même au rugby? Dès enfant, j'ai été en surpoids. Et arrivé à l'adolescence, j'ai commencé le rugby. Et là, j'ai commencé à m'athlétiser, à moins prendre du poids gras, à prendre plus de poids muscle avec le rugby. Et surtout, j'ai intégré les filières de haut niveau, sport-études à Béziers, centre de formation à Béziers, professionnel. Vous avez été professionnel? Oui, pendant 2 ans à Béziers et 2 ans ici au MHR. Fin des années 90, début des années 2000. Le MHR quand il était... En Pro D2, ouais. Ouais, d'accord. Moi, je suis arrivé à Montpellier, c'était en 99. D'accord. À l'époque de Thierry Pérez, d'accord. Oui. Sauveterre, quand ils étaient présidents tous les deux, là, avec Jean-Pierre Massine qui était directeur, et l'entraîneur c'était Didier Noubreau. Voilà. Je me souviens très bien. C'est l'équipe qui est allée jusqu'au titre en 2003 de Pro D2, qui ensuite remontait en Top 4. Vous jouiez toujours au rugby en 2003? Non, parce que moi en fait en 2001, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille, et j'ai jamais pu retrouver le niveau du rugby. Et en fait, l'obésité, la vraie obésité massive, elle est arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous arrêtez l'activité physique, on s'entraînait 2 fois par jour, vous commencez à prendre du poids. Et plus vous prenez du poids, moins vous faites l'activité physique. Et moins vous faites l'activité physique, plus vous prenez du poids. Et c'est le cercle vicieux et vous en sortez pas. Et de 2001 jusqu'en 2016, je suis passé de 135 kg à 210. Voilà. D'accord. Et en 2016, mon épouse, n'était pas encore mariée, mais ma compagne de l'époque, qui est mon épouse, qui est professionnelle de santé, m'a dit il faut absolument que tu fasses quelque chose parce que tu vas mourir. Tu vas mourir. Et la légende qui disait que c'était que pour les joutes, absolument pas. Absolument pas. Moi j'étais hyperphage, je mangeais tout le temps, je buvais du 2 litres de coca par jour, donc j'ai l'estomac qui était hyper dilaté, donc j'étais jamais rassasié. C'était pas pour les joutes, c'est vraiment pas pour les joutes. Et moi ça faisait des années que tournait autour de moi le professeur David Noka, que je connais bien puisque c'était une famille de jouteurs, c'était un jouteur, c'est un copain à moi, on se côtoyait régulièrement, et il me tournait autour en me disant un jour il va falloir que je t'opère. Oui David, pas maintenant. Et en 2016, donc quand j'ai arrêté les joutes, donc mon épouse me dit j'ai pris rendez-vous avec Noka. Donc on a rendez-vous tel jour, ce mois de septembre, là, le 16 septembre je crois, 2016, à Saint-Éloi. Et moi à ce moment-là, je pensais pas faire le poids que je faisais. Je pensais que j'étais autour de 180 kg.
Et quand je suis monté sur la balance, là, chez David, et que vous voyez 209 et des brouettes, prenez une belle boîte dans la gueule. Et là, David me dit, avec son sourire coquin, il me fait, tu connais l'espérance de vie de quelqu'un de plus de 200 kilos? Moi, là, je suis un peu interloqué, je sais pas, 10 ans, 15 ans. Il me dit 5 ans. Donc, on va y aller, hein. Et donc, j'ai mis en place, on est rentré dans la procédure de chirurgie bariatrique, qui est quand même assez longue, puisqu'il y a 6 mois de délai entre le top départ et le premier coup de bistouri, parce que c'est la Sécu qui a mis ça en place. Il y a toute une de ressources pluridisciplinaires. J'ai vu tous les spécialistes possibles et inimaginables. D'accord. Endocrinologue, pneumologue, cardiologue, tout. Même les psy, parce que il y a un facteur psychologique qui est important. Et en fait, il y avait tout un tas de facteurs qu'il fallait que je le fasse maintenant. Déjà, donc il y a eu l'arrêt des joutes. J'avais perdu ma mère quelques mois avant d'un cancer. Mon père était décédé plusieurs années auparavant, donc entre guillemets, me retrouvais tout seul. Donc j'avais ma fille à m'occuper à ce moment-là, puisque sa mère, elle n'était pas là non plus. Donc j'ai un frère aussi que je gère un peu, parce que bon, il a quelques difficultés. Donc oui, il fallait absolument le faire, parce que sinon, c'est moi qui allais y rester. Et donc, il m'a opéré donc le 9 mai 2017. Et donc j'ai perdu quasiment 80 kilos en l'espace d'un an. Et j'ai eu la chance de quasiment pas reprendre. J'ai eu quelques effets yo-yo, parce qu'après j'ai eu une Covid grave. J'ai été traité après coup pour cracher un peu l'infection à la cortisone qui m'avait fait regonfler. Donc ça a été réglé. J'ai un traitement aussi aujourd'hui, la semaglutide, qui me permet d'éviter de reprendre du poids. Et aujourd'hui, je revis parce que je fais du vélo, je fais de la plongée sous-marine, j'ai tout un tas d'activités physiques que je ne pouvais plus faire avant. Et en fait, on ne se rend pas compte comment on est handicapé avec le poids. Parce que moi, je le vivais à peu près bien. J'avais une vie sociale, j'arrivais à me mouvoir, certes avec difficulté, mais le corps, il s'adapte. Et en fait, c'est une fois que vous avez perdu tout ce poids que vous vous rendez compte quand vous êtes handicapé. C'est une chose de rentrer, de sortir de la voiture. Se lever du canapé, de rentrer dans la douche, dans la baignoire. C'est là qu'on se rend compte vraiment que c'est handicapant. Et en fait, où j'ai vraiment pris conscience du bienfait et de ce heureusement que je l'ai fait, c'est justement quand j'ai eu la Covid en 2021. Moi, j'ai été l'un des derniers Covidés du variant anglais, du variant alpha. Donc, c'était avril-mai 2021. J'ai été hospitalisé, j'ai été mis en soins intensifs, j'ai pas été en réanimation, j'ai toujours été conscient, mais j'ai été mis en soins intensifs avec le petit flot, une oxygénation très forte. J'ai resté 10 jours hospitalisé. Et quand je suis sorti de là, la médecin qui est urgentiste est venue me voir, elle m'a dit, vous savez, je vais vous le dire maintenant, mais on a eu très peur pour vous, parce que statistiquement, au-delà de 150 kilos, il y a 0 survie de la Covid. D'accord. Et là, vous vous dites, ouais, mais finalement, j'ai bien fait. Très bien, écoutez, je vous remercie pour la qualité de cet entretien.